Munich, 1972. Un groupe de terroristes s'introduit dans le village olympique. Membre de l'organisation palestinienne Septembre Noir, il tue 11 membres de l'équipe olympique israélienne. En réponse, les agents secrets israéliens vont lancer une campagne de représailles sans merci. Objectif, terroriser les terroristes. Leurs armes de prédilection, les bombes et le Beretta, un pistolet compact et silencieux, la marque du Mossad. Ici, quelque part, se dissimule le quartier général des services secrets israéliens, à l'abri des regards. Un endroit aussi mystérieux que l'institution elle-même. Le Mossad est un service tellement secret qu'il n'a pas même d'existence officielle. La seule chose que l'on sait, c'est que son directeur, dont le nom n'a jamais été rendu public, ne dépend que du seul Premier ministre israélien. Le Mossad est célèbre pour la guerre qu'il mène contre le terrorisme. Il a fait de la contre-terreur son arme de vengeance privilégiée. Au début des années 70, sa cible prioritaire est un groupe extrémiste palestinien connu sous le nom de Septembre Noir, qui s'est fixé pour mission de faire connaître par tous les moyens le calvaire des Palestiniens. Beyrouth, celle qui fut autrefois la capitale balnéaire du Moyen-Orient, sert à présent de refuge aux terroristes. Janvier 1972. 4 membres de Septembre Noir pénètrent discrètement dans cet appartement pour y tenir une réunion secrète. Parmi eux, Mohamed Youssef Nadjar, numéro 3 de l'OLP, qui assure la liaison avec Septembre Noir. Abu Daoud, spécialiste en matière d'explosifs. Abou Iyad, directeur des services spéciaux de l'OLP et chef clandestin de Septembre Noir. Et enfin, un maître en matière de sabotage et d'assassinat. Nom, Ali Hassan Salamé, baptisé Prince Rouge par le Mossad. Âge, 32 ans, un don Juan sûr de ses charmes. Ces 4 leaders se sont réunis pour décider de la cible de leur prochaine opération. Une mission ambitieuse et spectaculaire qui aura pour cadre les Jeux Olympiques de Munich. Coût de l'opération, 2 millions de $. C'est le président libyen Kadhafi qui en assurera le financement. Septembre Noir recrute des terroristes et se charge de les entraîner. Objectif, humilier Israël aux yeux du monde et prendre des otages qui seront monnayés contre des prisonniers arabes. 26 août 1972. Les Jeux commencent. Le monde a les yeux rivés sur l'Allemagne qui ne désire qu'une chose, faire oublier son passé nazi. L'événement est salué partout comme les Jeux de la réconciliation. Et les 28 athlètes israéliens arrivent, pleins d'optimisme et d'espoir. « 5 septembre 1972. Septembre Noir frappe. À 4h40 du matin, dans l'obscurité qui précède l'aube, les terroristes s'introduisent dans le village olympique. Ils parcourent les couloirs à la recherche de l'équipe israélienne. Un athlète est tué sur le champ, un autre exécuté plus tard. 9 sont pris en otage. En l'espace de quelques minutes, les terroristes se sont rendus maîtres des lieux. Ils exigent d'être conduits à l'aéroport de Munich avec leurs otages. La police allemande perd le contrôle de la situation.
Les terroristes paniquent, ouvrent le feu et jettent une grenade. Tous les otages sont tués. Les Jeux Olympiques de Munich sont devenus le théâtre d'un bain de sang. Des Juifs ont à nouveau été assassinés sur le sol allemand. Les rêves de réconciliation volent en éclats. En Israël, c'est le choc, la douleur et la colère. Le Premier ministre Golda Meir annonce la tragédie au Parlement. Et elle décide de riposter en créant une organisation ultra-secrète chargée de retrouver les terroristes responsables du massacre de Munich. Ce sera le Comité X. Sa direction est confiée au général Aaron Yarif, chef du Haman, les renseignements militaires israéliens. Yarif fait appel à Zvi Zamir, le directeur du Mossad, pour exécuter les opérations de représailles décidées par le comité. La mission du Mossad consistera tout simplement à terroriser les terroristes. Israël a la ferme intention de régler ses comptes. Dans le cadre du comité X, le Mossad forme une unité d'agents spéciaux. Objectif, poursuivre et éliminer systématiquement l'un après l'autre tous les membres de Septembre Noir ayant participé à l'attentat de Munich. Pour ce faire, le Mossad commence par regrouper toutes les informations possibles sur Septembre Noir. Et le dossier devient vite volumineux. Des fiches personnelles concernant chacun des 12 terroristes de Septembre Noir sont établies. En tête de cette liste noire, le conspirateur de Beyrouth, Ali Hassan Salameh, le Prince Rouge. C'est lui qui a préparé l'attentat de Munich, et le Mossad est résolu à l'éliminer. Mais c'est un homme habile, difficile à prendre. Dans le monde entier, les agents du Mossad infiltrent les communautés arabes pour leur soutirer toutes sortes de renseignements. Des renseignements humains, comme on les appelle, qui fournissent des données précieuses sur Septembre Noir, sa force, l'origine de ses armes et son financement. C'est un vétéran du Mossad spécialisé dans les opérations secrètes qui est choisi pour diriger l'équipe chargée des assassinats. Il travaillera seul, sans lien officiel avec le Mossad. Nom, Mike Harari. Âge, 46 ans. Né à Tel Aviv en 1927. Agent secret depuis 20 ans et réputé pour son extrême minutie. Mike Harari sélectionne ses hommes avec soin et installe son PC européen à Paris. Sa couverture, homme d'affaires français. Comme n'importe quelle petite cellule terroriste, l'équipe de Harari opère dans la clandestinité. Elle se lance à la poursuite des hommes qui figurent sur la liste noire du Mossad. Octobre 72. Un mois seulement après le massacre de Munich, l'équipe d'Harari débarque à Rome. Sa première cible, Wael Zweter, un poète palestinien. Il travaille comme traducteur à l'ambassade de Libye à Rome. Il mène une vie paisible et modeste dans son appartement de la Piazza Annibaliana. Et pourtant, ce chef régional de Septembre Noir a personnellement participé à la préparation de l'opération de Munich. Et son rôle dans les attentats contre Israël ne s'arrête pas là. « 16 octobre 1972. Il est 22h30. Tout Rome regarde la première télévisée du 8,5 de Fellini. Zweter descend de son bus et se dirige vers son domicile.
12 balles ont transpercé le corps de Zweter. Il est mort sur le champ. La police italienne découvre 12 cartouches de Beretta calibre 22. Une arme de petite taille mais d'une grande fiabilité. Ces décharges multiples à 2 ou 3 coups sont silencieuses et efficaces. Une arme idéale pour des agents secrets. Décembre 1972, Paris. Un soi-disant journaliste rend visite au docteur Mahmoud El-Hamchamri dans un immeuble de la rue d'Alésia. Représentant de l'OLP à Paris, Hamchamri a l'habitude de rencontrer la presse. Mais le journaliste qu'il reçoit fait en réalité partie de l'équipe d'Harari. Tout en menant l'interview, il observe minutieusement l'appartement et rencontre la femme d'Hamchamri, qui est française, et sa fille. Une semaine plus tard, on le retrouve installé dans un café en face de chez Hamchamri. Il voit la femme et la fille de ce dernier quitter l'appartement et se lève pour téléphoner. Hamchamri décroche, amorçant ainsi la bombe dissimulée à l'intérieur du combiné. Oui. Dès qu'il a reconnu la voix, l'agent israélien envoie un signal radio. L'utilisation d'une bombe est destinée à avoir un impact dramatique maximum et à servir d'avertissement. Hamchamri, gravement touché, meurt de ses blessures. Nicosie, capitale de Chypre, quelques 3 semaines plus tard. Les agents d'Harari, dont la liste a été allégée de 2 noms, surveillent Hussein Abou El-Kahir, qui revient à son hôtel après une réunion à l'ambassade du RSS. Agent de Septembre Noir, El-Kahir sert également d'agent de liaison entre l'OLP et le KGB à Chypre. Le numéro 10 sur la liste noire du Mossad décide d'aller se coucher. En s'allongeant, il déclenche l'explosion d'une bombe placée sous son lit. Ce qui reste d'El-Kahir sera inhumé à Chypre. Septembre Noir utilise fréquemment des messagers européens qui peuvent se déplacer librement entre les capitales d'Europe et du Moyen-Orient. L'un d'eux est un Allemand nommé Willy Voss, un néo-nazi qui travaille pour Septembre Noir depuis 1970. Cela fait quelque temps que le Mossad le surveille, dans l'espoir qu'il les conduira aux terroristes qu'il emploie. Je transmettais des renseignements à des gens qui se trouvaient en Europe, des Palestiniens. Je recevais des renseignements, je transmettais, je recevais de l'argent, je fournissais des armes. Je faisais tout ce qu'une organisation de ce type a besoin. Je servais de messager. Voss est un maillon essentiel dans la chaîne qui mène aux terroristes de Munich. La surveillance que le Mossad exerce sur lui va permettre au commando d'Harari de localiser ses cibles et d'infiltrer Septembre Noir. Quelques mois seulement après le massacre, les tueurs d'Harari ont retrouvé la piste de quasiment tous les membres de Septembre Noir opérant clandestinement en Europe. Ce mois d'avril 1973 va coûter cher au groupe palestinien. Paris, vendredi 6 avril. Au Café de la Paix, le professeur Basile El-Koubaïsi, un agent de Septembre Noir, vient de terminer de dîner tôt. Pour rentrer chez lui, il emprunte la rue de l'Arcade. Deux hommes lui bloquent le chemin et tirent 9 balles qui le tuent sur le champ. Koubaïsi, professeur de droit irakien, était le responsable des questions logistiques et balistiques de Septembre Noir. Les balles proviennent d'un Beretta calibre 22. La signature du Mossad.
Beyrouth, 1973. Dans la soirée du 11 avril débute un raid conjoint de l'armée et des services secrets israéliens. C'est l'opération Printemps de la jeunesse. Un commando de 40 Israéliens débarque en secret sur une plage de Beyrouth. Leur cible, le quartier général de Septembre Noir et le Prince Rouge. Avec l'aide des agents du Mossad à Beyrouth, le commando lance l'attaque. Deux heures après cet assaut éclair, les membres du commando s'enfuient par la mer. Le raid a complètement détruit le QG de Septembre Noir. Et dans la foulée, 3 hauts fonctionnaires liés au massacre de Munich ont également été éliminés, abattus à leur domicile. L'un d'eux, Mohamed Youssef Nadjar, avait participé à l'élaboration de l'attentat lors de la première réunion de Septembre Noir en janvier 1972. Mais le Prince Rouge, lui, court toujours. Athènes, le lendemain. De sa chambre d'hôtel, Moussa Abou Ziyad, un autre des conspirateurs de Munich, apprend le raid de Beyrouth à la radio. Il se précipite pour acheter le journal et est retenu quelques minutes par un Grec. Pendant ce temps, 4 kilos d'explosifs sont dissimulés sous son lit. Le nom de Ziad disparaît de la liste. À la mi-73, il ne reste plus que 3 terroristes de Munich, dont le Prince Rouge. Ali Hassan Salameh reste insaisissable. Pour Maïk Harari, localiser le Prince Rouge devient une obsession. Norvège, juillet 1973. Harari et ses agents tiennent enfin une piste sûre. Renseigné par un informateur de Septembre Noir, le commando du Mossad se rend à Lillehammer. Ils repèrent leur cible sortant d'un théâtre au bras d'une femme blonde. Tout le monde sait que Salameh a un faible pour les blondes. Ils suivent le bus dans lequel le couple est monté. Et au moment où ils en descendent, les agents passent à l'action. Ils tirent 11 balles dans le corps de celui qu'ils croient être Salameh. Mais l'homme qu'ils tuent n'est pas le bon. Ahmed Poucheki, serveur de bar marocain, est mort à la place de Salameh, sous les yeux de sa femme norvégienne qui attend un enfant. Le tuyau était en fait une intox orchestrée par le Prince Rouge. Mais l'équipe d'Harari vient de se discréditer en révélant au grand jour les agissements secrets du Mossad. La police norvégienne capture 6 agents du Mossad qui sont jugés et condamnés à des peines de prison. Harari s'enfuit de justesse. Il est rappelé en Israël et réaffecté. Lillehammer s'avère une véritable catastrophe, une humiliation qui va gravement compromettre l'infrastructure du Mossad en Europe. Celui-ci doit réduire le rythme de ses attentats et se réorganiser pour se concentrer uniquement sur le Prince Rouge. Pendant 6 années encore, ce dernier va réussir à échapper à ses poursuivants et à son destin. Ali Hassan Salameh vit la belle vie grâce au salaire que lui verse l'OLP. Il a épousé Georgina Risnak, la Miss Monde libanaise de 1971. En 1979, Salameh et Georgina s'installent à Beyrouth. Mais Salameh continue à jouer les playboys. Les renseignements israéliens, qui connaissent son faible pour les femmes, sont décidés à exploiter ce grave talon d'Achille. Salameh fait la connaissance d'Erika Marie Chambers et se montre fidèle à sa réputation. C'est le début d'une liaison passionnée. Le piège est amorcé, car Chambers est membre du Mossad. Puis le Mossad invente un second talon d'Achille chez le Prince Rouge. Chambers s'est rendu compte que Salameh empruntait tous les jours la même route pour se rendre de son appartement au QG de l'OLP. Cet homme, autrefois imprévisible, est devenu imprudent. Ce sont ses habitudes qui vont le perdre.
Dans l'après-midi du 22 janvier, Salamé et ses gardes du corps empruntent leur itinéraire habituel. Ils passent devant une Volkswagen arrêtée sur le bas-côté. Elle est bourrée d'explosifs. Un détonateur télécommandé déclenche l'explosion. Le cerveau du massacre de Munich a enfin été éliminé. Le prince rouge vient de mourir. Plus de 20 ans après le massacre des Jeux Olympiques, 12 terroristes ont trouvé la mort. Le premier tué par l'OLP, le deuxième de mort naturelle, et 10 autres descendus par le Mossad. Dans le monde instable du Moyen-Orient où la violence est un engrenage, le terrorisme engendre le terrorisme. La frontière entre espionnage et terrorisme est bien souvent confuse. Et tous ceux qui jouent le jeu dangereux des attentats deviennent à leur tour des cibles qui n'ont plus nulle part où se cacher. Ici, quelque part, se dissimule le quartier général des services secrets israéliens, à l'abri des regards. Un endroit aussi mystérieux que l'institution elle-même. Le Mossad est un service tellement secret qu'il n'a pas même d'existence officielle. La seule chose que l'on sait, c'est que son directeur, dont le nom n'a jamais été rendu public, ne dépend que du seul Premier ministre israélien. Le Mossad est célèbre pour la guerre qu'il mène contre le terrorisme. Il a fait de la contre-terreur son arme de vengeance privilégiée. Au début des années 70, sa cible prioritaire est un groupe extrémiste palestinien connu sous le nom de Septembre Noir, qui s'est fixé pour mission de faire connaître par tous les moyens le calvaire des Palestiniens. Beyrouth, celle qui fut autrefois la capitale balnéaire du Moyen-Orient, sert à présent de refuge aux terroristes. Janvier 1972. 4 membres de Septembre Noir pénètrent discrètement dans cet appartement. Munich, 1972. Un groupe de terroristes s'introduit dans le village olympique. Membre de l'organisation palestinienne Septembre Noir, il tue 11 membres de l'équipe olympique israélienne. En réponse, les agents secrets israéliens vont lancer une campagne de représailles sans merci. Objectif, terroriser les terroristes. Leurs armes de prédilection, les bombes et le Beretta, un pistolet compact et silencieux, la marque du Mossad. Pour y tenir une réunion secrète. Parmi eux, Mohamed Youssef Nadjar, numéro 3 de l'OLP, qui assure la liaison avec Septembre Noir. Abu Daoud, spécialiste en matière d'explosifs. Abou Iyad, directeur des services spéciaux de l'OLP et chef clandestin de Septembre Noir. Et enfin, un maître en matière de sabotage et d'assassinat. Nom, Ali Hassan Salamé, baptisé Prince Rouge par le Mossad. Âge 32 ans, un don Juan sûr de ses charmes. Ces 4 leaders se sont réunis pour décider de la cible de leur prochaine opération. Une mission ambitieuse et spectaculaire qui aura pour cadre les Jeux Olympiques de Munich. Coût de l'opération, 2 millions de dollars. C'est le président libyen Kadhafi qui en assurera le financement. Septembre Noir recrute des terroristes et se charge de les entraîner. Objectif, humilier Israël aux yeux du monde et prendre des otages qui seront monnayés contre des prisonniers arabes. 26 août 1972. Les Jeux commencent. Le monde a les yeux rivés sur l'Allemagne qui ne désire qu'une chose, faire oublier son passé nazi. L'événement est salué partout comme les Jeux de la réconciliation.
Et les 28 athlètes israéliens arrivent, pleins d'optimisme et d'espoir.